Merci à vous et bienvenue. Merci d'être aussi nombreux ce matin, et j'espère pour toute la journée, pour ce 18e colloque en management. 18e, donc on voit qu'effectivement, autant de monde après autant d'années, ça démontre que cette journée répond à un besoin. D'abord, le besoin de se retrouver. Vous êtes plus de 300 dans la salle. Se retrouver aussi transfilière. Depuis quelques années maintenant, nous avons ouvert ce colloque qui était au départ un colloque de cadres de santé à tous les cadres, et on peut s'en féliciter, aux managers de façon générale et aux managers médicaux également. Et puis on a dépassé largement les murs du CHU, puisque nous accueillons aujourd'hui aussi des collègues managers des établissements, et notamment des établissements de notre GHT, et on leur souhaite la bienvenue. Oui, si nous sommes ici présents, c'est que nous sommes tous d'accord sur le fait que cette journée répond à un besoin d'abord de se retrouver, de partager et de se soutenir, de consolider nos collectifs de travail transfilières, je viens d'en parler, d'être à distance aussi de son lieu d'exercice pour respirer. Je connais, pour le vivre quotidiennement avec mes collègues direction de soins et les collègues de l'équipe de direction et le directeur général, c'est compliqué de manager l'hôpital aujourd'hui. L'hôpital est en crise, on le dit très régulièrement, on continue de traverser cette crise. Donc c'est aussi l'occasion aujourd'hui de vous remercier pour votre implication, pour la qualité de votre travail au quotidien. Je pense que la transformation du système de santé et le système hospitalier en particulier ne se fera pas sans les cadres. Avec Yann, on en parle très régulièrement et je sais la place que tu accordes à l'encadrement. Et je pense également que comme levier de transformation du système hospitalier, nous pourrons intégrer très facilement et très rapidement, en tout cas ça doit s'impliquer dans notre culture, le management durable. Voilà ce que je voulais dire. Je ne voulais pas être trop long et je vais laisser la parole à Yann Bubien, directeur général du CHU de Bordeaux, qui va vous accueillir ce matin. Yann. Merci beaucoup, Luc, de m'avoir proposé d'ouvrir cette journée, ce 18e colloque management, déjà 18e. Je suis très heureux d'être ici à Matmeka devant vous. D'abord parce que le management aujourd'hui, on en parle beaucoup, on en a toujours parlé, mais c'est vrai qu'on a davantage de difficultés qu'il y a quelques années en termes de management. C'est vrai que c'est devenu extrêmement difficile en ce moment, et notamment sur les recrutements, comme vous le savez, et dans tous les domaines. Ça ne touche pas que la santé, mais la santé est particulièrement touchée, évidemment, parce que nous fonctionnons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc et avec des obligations qui sont très fortes, avec des contraintes qui sont inédites, et donc évidemment, nous sommes plus touchés que les autres. Donc je voudrais d'abord vous remercier pour ce que vous faites au quotidien. Ce qui est bien dans ce colloque, c'est qu'on a ouvert progressivement des cadres de santé aux cadres médicaux, paramédicaux, administratifs, techniques. Et je crois que l'interprofessionnel, c'est la clé du succès dans tout établissement, comme dans toute vie sociale ou de société. Voilà, donc je voudrais d'abord vous remercier celles et ceux qui ont organisé ce colloque, bien sûr le CHU de Bordeaux, bien sûr le CFPPS et bien sûr l'Institut des métiers de la santé de Bordeaux. On a un thème aujourd'hui qui est extrêmement intéressant sur le management durable, sur la transformation écologique. C'est un sujet, c'est vrai, qui a dont on parle depuis longtemps, mais qui vraiment est très présent depuis quelques années. Je vois que maintenant, dans toutes les interventions que on me demande de plus en plus de parler de transformation écologique. Et ça me paraît important quand on voit que le CHU de Bordeaux, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 26 000 habitants. On voit toute la responsabilité que nous avons, responsabilité collective et responsabilité de chacun d'entre nous dans nos fonctions au quotidien. Voilà, donc je voudrais vous remercier ceux qui ont organisé ce colloque, remercier mesdames Levrault, Lasserre, Guibert, Hassien, Valspec, ainsi que messieurs Beaumont, Pierre et Ramblado. Merci également à Matmeka qui nous accueille et au pôle Norope qui nous a aidés pour l'organisation. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée de colloque et puis à très bientôt. Et je laisse la parole à Monsieur Declosé, qui va être l'animateur de cette journée. Merci.
Merci à vous deux, merci à vous tous et bonjour. Je suis le journaliste qui vais vous accompagner tout au long de cette journée. Merci d'être présent pour ce colloque sur le management durable. Alors, vous pouvez vous asseoir tout de suite. Oui, là. Alors, management durable et les perspectives qu'il peut ouvrir pour vos services, pour vos établissements. Perspectives importantes à l'heure où la pénurie de ressources et longue portée de la grande démission aussi mettent sous tension beaucoup de vos organisations. Et si les établissements ont besoin de moyens financiers pour garder le cap, ils retrouveront aussi et peut-être d'abord les marges de manœuvre par un management mieux outillé, plus adapté aussi à la multiplication des tâches, à des plannings qui deviennent souvent de vrais casse-têtes, à l'épuisement qui gangrène beaucoup d'équipes aujourd'hui. Et parce qu'ils repensent l'idée même, on va le voir tout au long de la journée, de performance, parce qu'ils recentrent aussi la ressource sur l'humain et les compétences, le management durable, dont on va parler tout au long de cette journée, offre une voie pour faire face à ces difficultés actuelles, avec un double pari, celui de porter des dynamiques d'équipe et celui aussi de restaurer la créativité individuelle de chacun, ce qui finalement, dans nos quotidiens, nous mobilise pour nous adapter tous les jours à cet environnement de plus en plus changeant et incertain avec lequel on vit. Alors comment ces stratégies d'adaptation peuvent se déployer aussi dans un monde professionnel là aussi et encore plus en tension? On va le voir ensemble tout au long de cette journée. On va essayer évidemment de voir comment on peut déployer ce management durable à l'échelle de vos établissements. Ce matin, on va plutôt essayer de comprendre exactement ce qu'est ce management durable, comment il peut transformer les organisations, comment il peut changer vos pratiques au quotidien. Et puis cet après-midi, on va voir comment on peut le déployer concrètement avec des intervenants, avec des exemples de terrain. On le verra avec nos invités, on le verra aussi avec vous. On aura à chaque fois des séquences d'échanges, vos témoignages, vos questions, vos interpellations. Et il y aura d'ici une demi-heure une intervention interactive avec vous. Donc vous pourrez répondre à des questions qui vous seront posées pendant toute l'heure de présentation grâce à un QR code qui va s'afficher magiquement sur cet écran. Normalement, il y a Cap Canaveral qui est à côté qui est en train de mettre en œuvre la chose. Donc normalement, il y a un QR code. Il vous suffira de flasher le QR code qui va s'afficher et vous pourrez, à partir de l'application WeClap qui sera positionnée, répondre aux différentes questions. Je vous remontrerai le QR code tout à l'heure s'il ne peut pas s'afficher maintenant, mais ça serait bien. Ah voilà. Bah voilà, faisons-le à l'ancienne. Vous avez le QR code tous dans vos pochettes, donc vous n'hésiterez pas forcément maintenant, vous pouvez commencer à le faire tout de suite, mais dans la séquence qui suivra, à pouvoir le flasher pour être interactif avec nous. On va commencer tout de suite avec un premier temps pour essayer de mieux comprendre ce qu'est ce développement durable, comment il se déploie. Et pour ça, on a la chance d'avoir avec nous deux premiers invités. Noël Bernard, bonjour, praticienne hospitalier au CHU de Bordeaux en médecine interne, auteur de, alors je vais le montrer avec mon autre main, un livre qui est vraiment très intéressant et emblématique de ce qu'on va dire cette journée, L'hôpital en transition, concilier l'humain, l'écologie et l'économie, qui raconte un peu votre parcours et qui raconte aussi votre parcours dans votre vie de praticienne et dans ce management collaboratif, durable que vous avez expérimenté et développé. Avec nous aussi Mathieu Gérier, bonjour, directeur du pôle RH du CHU de Bordeaux, président de l'ADRES, qui est l'association des DRH hospitaliers. On va parler ensemble. Je voudrais débuter avec vous, Noël Bernard, et avec cet assez incroyable parcours que vous racontez dans cet ouvrage, qui est un parcours de praticien qui découvre, expérimente, éprouve, je le dirais, de nouvelles manières de manager au fil de sa carrière, avec des tas d'initiatives qui viennent un peu comme des lucioles, grandir un peu le travail en équipe, le soin aux patients que vous avez pu et pouvez encore prodiguer. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'au début du livre, vous dites, il y a en fait, si je résume, deux événements, deux expériences qui vous ont amené un peu à changer votre approche, à aller vers une dimension plus collaborative, qui sont des expériences, on peut se dire, à la fois très détachées, puis pas forcément évidentes à raccorder. C'est votre engagement dans la lutte contre le sida, sur les réseaux de ville où vous avez été très en amont, sur les premiers ETP de patients que vous avez aussi montés, et puis la permaculture que vous avez découvert à titre personnel. En quoi ces deux expériences-là ont-elles été pour vous vraiment impactantes dans la manière de changer votre vision et votre pratique aussi de praticien hospitalier ?
Alors, d'abord, merci d'être là. Je suis vraiment ravie. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que le sida, moi j'ai été nommée sur un poste sida dans les années 90, et en fait, ça a bouleversé mon exercice parce que, bon, pour ceux qui s'en souviennent, les plus vieux, il a fallu tout inventer. C'est-à-dire que cette pathologie nous a forcés à imaginer d'autres façons de faire. On avait des patients jeunes avec des problèmes cumulés, majeurs, et puis, bien sûr, la mort qui rôdait quand même pas mal. Et donc, il a fallu vraiment inventer des nouvelles façons de faire. Vraiment, ça nous a complètement bousculés. Bon, je donne un exemple, hein, comment permettre à un patient de 25 ans de rentrer chez lui avec 2 perfusions par jour, parce que voilà, il faut ces traitements, c'est une question de vie ou de mort. Donc, il a fallu s'organiser. Et à ce moment-là, moi, je me suis rendu compte qu'avec mon beau diplôme de médecin, je ne pouvais pas faire tout toute seule. Et donc là, vraiment, j'ai vraiment perçu ce qu'était la pluriprofessionnalité, la pluridisciplinarité. Travailler en réseau, j'en ai d'ailleurs effectivement piloté un réseau ville-hôpital pendant 17 ans, mais il fallait travailler avec l'infirmière du service, mais aussi l'infirmière de ville, la psychologue, l'assistante sociale, etc. Donc là, j'ai compris qu'il fallait décloisonner et que moi, toute seule, j'y arriverais pas. Voilà. Et donc ça a été vraiment un événement extrêmement fort. Et puis, là aussi, j'ai compris que les compétences se complètent. Et moi, j'avais ma compétence de médecin, mais elle ne suffisait pas. Et il fallait travailler ensemble en intelligence collective. Donc vraiment, ce sont des dimensions, mais qui ont été d'une évidence majeure. Alors, je peux vous dire... avant, je discutais. En théorie, je ne connaissais rien dans le management, mais j'ai appris sur le terrain parce qu'il fallait de façon pragmatique avancer. Et la permaculture? Alors, la permaculture, en fait, bon, dans ma vie perso, je vis à la campagne maintenant, j'ai un petit potager. Et donc, je me suis renseignée, voilà, j'ai appris, je me suis un peu formée en permaculture, bien sûr, light, bien évidemment. Et en fait, la permaculture, je trouve ça intéressant, finalement, c'est copier le modèle de la nature et faire avec la puissance de la nature et pas contre. Et finalement, c'est un peu la même chose. C'est faire avec la force de ses collaborateurs, c'est faire avec les autres et pas contre. Et finalement, on fait beaucoup plus, on va beaucoup plus loin. Et cette synergie que l'on recherche... Alors, en permaculture, juste un point, c'est en permaculture... un élément a plusieurs fonctions. Et puis, une fonction peut être assurée par plusieurs personnes. Vous me voyez venir, ça fait des connexions, ça fait des liens, et ça correspondait bien. Alors, le livre raconte, à partir de ces découvertes, la créativité qui en jaillit au quotidien, de la vie d'un service, des équipes, des prises en charge. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes. Je voudrais juste très rapidement qu'on en raconte une que je trouve assez emblématique. C'est l'histoire du dessin sur l'ordonnance et des gommettes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote? Il n'y a pas d'infirmière qui était avec moi à ce moment-là. Mais bon, je me retrouve donc, j'étais à l'hôpital le jour, je faisais des ordonnances pour les patients. À l'époque, dans les années 96, sont arrivées les trithérapies. Et c'était hyper compliqué, quoi, parce qu'il y avait des comprimés qu'il fallait prendre à jeun, d'autres avec un repas gras, d'autres au coucher, etc. Et je me retrouve avec une patiente turque. Et à l'époque, je ne parlais pas le turc, je ne parle toujours pas le turc. Et je me suis dit, comment je fais avec ça? Comment je lui fais comprendre qu'elle doit prendre ce traitement, celui-là le matin, etc. Et là, je me suis rappelé, et ça c'est intéressant, je me suis rappelé, bon, j'ai passé un petit moment à Madagascar, et à Madagascar, il y avait des tableaux pour expliquer le traitement du paludisme, des grands panneaux avec les comprimés dessinés en fonction de l'âge du bébé. Et je me suis dit, oui, il faut que je lui dessine le comprimé. Voilà. Donc j'ai commencé à dessiner sur l'ordonnance. J'ai pris des couleurs et j'ai dessiné les gélules, le jaune et verte, etc., etc. Et après, finalement, j'ai embarqué les infirmières. Finalement, on a prévu des gommettes avec les différents comprimés. Puis finalement, avec les infirmières, on faisait des plannings expliquant qu'avec le petit déjeuner, etc., la nuit, donc, on a fait les premiers plannings thérapeutiques qui, après, bien sûr, sont rentrés dans un projet d'éducation thérapeutique. Et finalement, on a été parmi les premiers. Simplement, voilà cette idée qu'on a travaillé en équipe et qui a permis on a
répondu à un appel à projet, etc. Et l'histoire était lancée. Le livre est émaillé de beaucoup de ces belles histoires, de ces belles découvertes. Alors, il y a eu les pansements écologiques par l'apithérapie, des tableaux de référents aussi en fonction des responsabilités, chambres à dessin, enfin, plein d'histoires, on ne va pas toutes les raconter. Qu'est-ce qui, au final, est le plus important, le plus déterminant pour vous, à l'échelle d'un établissement, d'un hôpital, pour libérer les énergies et libérer ces pratiques managériales ? Alors, 30 ans d'exercice. Bon, j'ai voulu écrire ce livre, effectivement, pour raconter, pour partager. Je pensais aux jeunes médecins qui arrivaient. Je crois que le point le plus important, c'est... vraiment l'élément essentiel, c'est que chacun d'entre nous a besoin d'être reconnu dans son exercice, que ce soit financièrement, que ce soit par les patients, que ce soit par les pairs, que ce soit par le management dans l'équipe. Je crois, enfin, je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas besoin d'être reconnus, vous levez la main, on discutera à la pause. Je crois qu'on a tous besoin de ça. Et avec ça, finalement, on fait avancer une équipe de façon extraordinaire. Et puis la deuxième chose, je crois qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux professionnels. Et je vois Cécile qui est là, qui est cadre, Cécile Rouget. Quand on a piloté l'équipe ensemble, on a fait confiance à nos collègues. Et on a travaillé sur la créativité. Et je pense aux Belles Assiettes, qui est un magnifique projet. C'est juste un infirmier qui relookait les assiettes. Et puis on a vu passer ça. Hein. On n'y était pour rien l'une et l'autre. On l'a vu passer et on a trouvé ça génial. Et puis, on a accompagné toutes les deux pour faire en sorte que ça se fasse. On a répondu là aussi à un appel à projet. On a eu des financements qui ont permis d'acheter des plateaux, etc. Donc, faisons confiance à nos salariés. Et là, on fait des choses extraordinaires. On va très loin. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que les salariés, ils ont plein d'idées. Donc, voilà. On va le voir encore parce qu'en 2012... Vous rencontrez la démarche du développement durable qui est initiée au sein du CHU de Bordeaux. Évidemment, ça vous parle. Évidemment, vous vous engagez, vous vous y lancez. Vous devenez membre un peu du comité de pilotage, ambassadrice. 2017, vous montez un forum au sein du CHU sur le sujet. Et puis, vous travaillez sur le premier guide des éco-gestes qui est conçu avec une 50aine de salariés. Et puis, vous lancez un projet qui va se généraliser là maintenant, qui est celui des unités durables. Je voudrais qu'on en dise un mot parce que là aussi, il est emblématique de cette approche de management un peu renouvelée. Comment est née cette idée d'unité durable et en quoi est-ce qu'elle change concrètement les pratiques ? Alors, ce travail, il est né de... Alors, on peut peut-être, voilà... L'hôpital durable, en fait, il y avait, pour faire avancer ce projet, un groupe de transformation écologique. Et bon, je suis un des petits personnages, là, un des trois, avec un ingénieur développement durable, une médecin, moi, et puis une cadre, Isabelle Barcos, ici présente. Et donc, en fait, des actions étaient menées par la direction, hein, qui est très engagée. Monsieur Bibia soutient beaucoup ce projet. Et donc, des actions étaient menées pour faire avancer le développement durable, sur les déchets, sur la mobilité, etc. Mais je voyais que du côté des salariés, on est 14 000 au CHU, c'était peu visible. Et puis, de l'autre côté, moi, les pieds dans l'unité, je voyais que des salariés faisaient des choses, mais qui n'étaient pas visibles de la direction et surtout pas visibles de l'unité voisine. Et donc, je me suis dit, là, il y a un truc, il faut qu'on fasse autrement. Donc, la dia suivante, en fait, j'ai imaginé qu'on mette autour de la table une cinquantaine des unités motivées qui étaient déjà en piste. J'avais fait mon petit tour d'hôpital et je me suis dit, il faut qu'on travaille ensemble pour écrire le guide ou un cahier des charges de l'unité modèle. Et donc, ça a été super. Hein. Il y a plusieurs acteurs dans la salle, j'en ai vu plusieurs. Infirmières, médecins, cadres de santé, techniciennes de laboratoire, ASH, aides-soignantes. Et on a priorisé, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui importe, sur quoi on veut travailler. On a trouvé une dizaine de thèmes et on a travaillé là-dessus ensemble, plusieurs unités. Et donc, finalement, ça aboutit à ça, hein, qui est le guide des unités durables. En fait, c'est un document qui a été travaillé
par des professionnels et pour les professionnels. Donc là, vraiment, bon, ça me semble vraiment important. Avec, on le voit, des changements de pratiques très concrètes. Voilà, donc l'idée, c'est... alors l'idée, elle vient de la bassine. Alors ça va vous paraître bizarre, mais c'était un infirmier en réa chirurgicale qui est arrivé un jour avec un projet en disant, voilà, moi pour que ma réa devienne durable, j'ai écrit ce projet, et dans ce projet, il y avait la bassine. Et son idée, c'était pour faire la toilette du patient alité, eh ben, on utilise habituellement une bassine de 10 litres. Ben là, on va utiliser une bassine de 5 litres. On va faire des économies d'eau et d'eau en plus. Et donc, je me suis dit, ben là, franchement, qui d'autre que l'infirmier ou l'aide-soignante peut imaginer ça? Donc, en fait, on va partir des idées des salariés, et c'est comme ça qu'il y a la toilette éco-conçue proposée par une aide-soignante. C'est magnifique, hein, c'est du bon sens. Une étude de pertinence sur des examens complémentaires proposés par un interne en anapath. Et les deux m'ont apporté la même notion, c'est « je pense mon soin ». Au lieu d'être dans le systématique, je pense ce que je fais. Et là, à partir de là, ça ouvre des horizons extraordinaires. Ça peut être le bon usage des gants à usage unique. Voilà comment je fais mes soins. Comment le chirurgien, hein, on a des chirurgiens qui sont très motivés par la question de la sobriété. Comment je modère ma consommation de dispositifs médicaux, de médicaments. Et là, ça ouvre des champs absolument extraordinaires. Il y a deux points qui ressortent fortement de cette multiplicité d'initiatives. Le premier, c'est je réinvestis ma pratique, je pense ce que je fais. Et puis, il y en a un deuxième qui vient aussi, c'est je fais comme je fais chez moi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une convergence entre la personne, citoyen que je suis, et le salarié que je suis aussi. Ça me semble vraiment important. Je ne l'ai pas compris tout de suite, mais bon, moi je faisais comme ça, j'essayais de mettre en accord ce que je fais à la maison et ce que je fais à l'hôpital. Et puis j'ai entendu des témoignages de professionnels qui étaient en colère de ne pas pouvoir faire à l'hôpital ce qu'ils font à la maison. Et je pense que quand on arrive à l'hôpital, on reste quelque part, hein, on a encore sa part de citoyen qui est quelque part, on endosse bien sûr la blouse, mais je pense que probablement, il y a quelque chose là en management qui est à creuser. Je pense qu'il faut être en accord. Moi, j'ai l'impression là d'être dans ma verticalité, c'est-à-dire je fais à la fois à la maison et à l'hôpital ce qui est important pour moi aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est un appui très, très important et que ça met du bien-être, ça met du confort pour le professionnel. Mathieu Girier, comment réagissez-vous? Qu'est-ce que vous inspire un peu l'histoire de Noël et celle de ces unités durables? Et en quoi, pour vous, c'est emblématique, je dirais, d'une forme de management ouvert, repensé, partagé? Je pense que le premier témoignage qu'on peut donner de tous ces efforts et toutes ces réalisations qui ont eu lieu sur les années, c'est que c'est admirable, bien sûr, et que c'est l'objectif qu'on poursuit finalement en termes de développement d'un nouveau management et d'une nouvelle organisation, de la prise de décision dans les établissements de santé. C'est plutôt le président de l'adresse qui parle. Au CHU, je pense que la problématique qu'on identifie beaucoup, pour reprendre le terme de verticalité, c'est qu'on a beaucoup fait primer la verticalité de l'organisation, la verticalité du collectif, au détriment de la verticalité individuelle dont parlait Noël Bernard. Et finalement, la verticalité individuelle, c'est beaucoup d'horizontalité collective. Et je pense que c'est autour de cette thématique-là, finalement, qu'on essaye de se développer, qu'on essaye de se transformer. C'est une transformation qui prend du temps parce que, à l'échelle de 14 000 personnes, faire infuser des idées, faire infuser de nouveaux concepts, laisser la main, accepter de se faire confiance, travailler ensemble, prendre des décisions collectives qui ne sont pas forcément le 100% qu'on aurait souhaité soi, mais qui finalement est le juste milieu de tout ce que les uns et les autres vont apporter en matière d'idées, d'énergie et de volonté. C'est ça qui finalement nous guide dans notre action aujourd'hui. Et dans une maison aussi grande, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de gens à aller chercher, énormément de collectifs à mobiliser et une dynamique à créer qui est extrêmement importante. Et quand vous parlez de verticalité, il y a aussi un enjeu de verticalité. La permaculture, vous l'avez découverte via le Colibri. Et le Colibri, c'est plein de petites initiatives qui naissent ici et là et donc, qui font une convergence, donc qui font un tout. Et pour un établissement, c'est pas simple, parce qu'en même temps, il faut laisser venir les idées, mais il faut aussi donner les moyens
aux managers de les porter, de les diffuser, de les généraliser. Comment est-ce qu'on accompagne ces élans multiples, divers, sans pour autant les formater, donc les brider, et sans non plus laisser tout s'épuiser à sa bonne grâce? Alors, la difficulté qu'on va rencontrer, c'est qu'effectivement, 14 200 personnes, 14 200 façons de voir la transformation, le changement, son environnement. Vous avez des gens qui sont très contents de comment ça fonctionne aujourd'hui et qui ne voient pas l'intérêt de la transformation, d'autres qui sont très insatisfaits du fonctionnement actuel sur plein de sujets et qui vont au contraire être force de proposition pour changer, dans certains sens et dans d'autres. Et cette multiplicité des volontés, finalement, elle est en train encore de se démultiplier, puisque face au changement climatique, face à la crise de l'hôpital, face aux enjeux de vieillissement de la population, de progrès techniques et technologiques, de transformation de la prise en charge, plein de gens ont plein d'idées sur plein de sujets, parfois des idées antagoniques les unes avec les autres. Et c'est là que le rôle du management, c'est d'être un médiateur, un intercesseur finalement entre une vision qui est portée par le collectif. Noël Bernard en parlait dans une vignette juste avant sur le projet d'établissement. C'est une vision stratégique consolidée par la collectivité qui à un moment s'est arrêtée sur des priorités à développer dans les années à venir, un calage qui est stratégique, budgétaire, organisationnel, un projet nouveau CHU qui est extrêmement engageant pour l'établissement. Et dans ce contexte-là, finalement, le manager, il doit s'inspirer, faire émerger, faire fleurir des opportunités et des démarches de terrain dans un contexte plus global qui est celui finalement posé pour l'ensemble de l'institution. Et plus l'institution est grande, plus l'enjeu est énorme et plus l'énergie à développer pour porter justement à la fois les ambitions de terrain et la volonté collective est important. C'est beau, c'est inspirant, c'est sympathique. On est dans une période d'urgence, de pénurie de moyens, de postes. Est-ce que ce n'est pas contre-intuitif de la nécessité aujourd'hui à gérer le réel, qui est un réel d'urgence, d'aléas et de pénurie? Comment on peut trouver le temps de laisser ce qu'il faut faire, c'est-à-dire laisser le temps, laisser fleurir les choses, quand on n'a pas le temps, tout simplement? En fait, je pense que le sujet qui nous est posé, c'est quoi la responsabilité de la direction, c'est quoi la responsabilité individuelle de chacun. On a longtemps dit verticalité collective, donc tous les comportements individuels doivent être dictés dans la moindre mesure par des règles qui sont posées au niveau central et qui ensuite vont se décliner dans la pyramide organisationnelle et hiérarchique. Ça, ce système-là, il a vécu, il ne fonctionne plus. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas de la crise Covid, c'est depuis le début des années 2000 qu'on le dit. Dans la littérature, c'est depuis la fin des années 80, donc c'est quand même quelque chose qui est assez ancien. Maintenant, il va falloir qu'on le transforme et qu'on le mette sur le terrain. L'enjeu, pour nous, c'est de poser des cadres de réflexion, des cadres dans lesquels on oriente finalement les techniques, les méthodes pour faire fleurir les sujets de terrain, mais qu'on laisse la main au terrain pour faire fleurir ces opportunités. Le guide des unités durables, c'est ça. La transformation, la revue des organisations telle qu'elle est menée par le pôle RH, pour prendre un autre exemple, c'est aussi un cadrage, et puis après, la main au terrain, à l'encadrement, pour faire vivre le dispositif à sa main. Mais à un moment, il y a un enjeu de cohérence générale, et cet enjeu de cohérence générale, il est posé par de la méthode, par finalement une analyse philosophique de c'est quoi notre orientation, et c'est à ça que sert le projet d'établissement. C'est plus une question de concept, une question de perspective. Et après, la réalité du changement, elle doit être pilotée au plus près du terrain, parce que, encore une fois, entre la médecine interne, la cancérologie, la logistique, les RH, les urgences, la direction générale, il y a énormément de façons de voir les choses, il y a énormément d'enjeux très disparates d'un endroit à un autre, et c'est sur ça qu'on doit agir. Je voudrais, oui, vous redonner la parole et puis reprendre vraiment les questions dans la salle. Est-ce que finalement, en écho à ce que dit Mathieu, le vrai enjeu, et j'en profite aussi pour prendre la dernière slide que vous aviez, c'est aussi que tout le monde change. C'est-à-dire que le changement de posture, il doit vraiment se faire à tous les niveaux pour que ça marche, en fait, et pour que ça se diffuse.
Oui, et je rebondis sur ce que vous avez dit. Le changement, il est obligatoire. Là, vous l'avez dit, on est à la fin d'un système. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y a un magnifique livre qui s'appelle de Frédéric Laloux sur le Reinventing Organization, où il dit qu'à un moment où, quand le monde est complexe, il faut que chacun puisse bouger. On l'a bien vu avec le Covid. Si on attendait l'ordre d'une seule personne, ça ne pouvait pas marcher. Il a fallu que chacun se transforme. Et on est dans une période hyper complexe qui fait qu'il faut laisser la main effectivement à chacun, dans un ordre bien évidemment, hein, mais voilà. Et donc oui, il faut changer à tous les étages, c'est vraiment important, et c'est d'autant plus important que là pour moi il y a un enjeu. Alors vous montrez cette diapositive sur l'attractivité, je pense qu'il y a un enjeu majeur, bon ça a été dit en introduction, hein. Si on ne bouge pas, de toute façon on meurt. Et moi je suis très très inquiète pour l'hôpital public, hein, bien évidemment, comme beaucoup d'entre vous certainement. Donc il va falloir qu'on fasse des arbitrages. Vous parliez du temps. Moi, mon sentiment, c'est que depuis 30-40 ans on a cumulé les ordres, les tâches. Je parle souvent avec les infirmières qui disent on a des tâches comme ça qui s'accumulent. Et j'ai interpellé il n'y a pas longtemps Luc Durand, directeur des soins, pour dire voilà, peut-être qu'il y a des tâches qu'il faut qu'on supprime pour prioriser d'autres. Et je crois que voilà, moi je vois des tâches dans le service, je me dis mais pourquoi on demande la surveillance de la température du frigo aussi souvent, enfin bon, voilà. Donc non. Merci, je vois que je suis suivie. Voilà, donc non, mais est-ce qu'un frigo se dérègle comme ça si vite? Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on change à tous les niveaux, qu'on revoie ce qui était la règle. Nous, on a un problème à l'hôpital, bien sûr, qui est la question de la sécurité. Donc il faut qu'on continue à obéir aux règles de sécurité, mais en remettant un peu le bon sens au milieu du village. Merci. Un mot rapide, puis on prend des réactions dans la salle. Avec deux compléments, effectivement. Quand on a vu le Covid arriver, on s'est dit, méga crise, il faut qu'on réagisse. Et puis on s'est dit, après, le Covid va disparaître, et puis ça va reprendre comme avant, c'est-à-dire on va tenir les leçons du Covid, mais finalement on va retrouver la vie qu'on avait avant. Et puis on a la crise énergétique qui nous arrive dessus, et puis on a les enjeux de sobriété qui nous arrivent dessus. Penser que la nécessité du changement peut être mise de côté, même temporairement, est illusoire. Le changement continuera parce que autour de nous, l'environnement change et nous devons changer avec notre environnement. Première chose. Et deuxième chose, sur tout ce qui est effectivement la question de la gestion des tâches, on en parle très régulièrement avec les cadres de pôle, avec les directeurs de l'équipe de direction. Au CHU de Bordeaux, un personnel soignant passe entre 35 et 70% de son temps à faire autre chose que de soigner directement un patient. Ce chiffre, il est dramatique. Et cette transformation qu'on essaye d'apporter, en intégrant des nouveaux métiers, en réfléchissant différemment les organisations, en revoyant un certain nombre de tâches, en remettant le bon sens au milieu du village, c'est une des méthodes et une des philosophies justement qu'on poursuit pour redonner la main au terrain dans un cadre qui soit avec une perspective commune. Quelques réactions, questions dans la salle. Si vous en avez, vous levez la main, le micro vient à vous, vous vous présentez et on a 8 minutes pour échanger un peu autour de l'expérience de Noël, si vous avez de ces unités durables ou autres. Si vous avez quelques questions. Comme on dit souvent, la première question est la plus compliquée, donc passons directement à la quatrième. Le micro... Voilà. Vous m'entendez? Juliette Jamais, je suis cadre aux soins continus de la Réamed à Pellegrin. Je rebondis sur le bon sens, remettre l'église au milieu du village, faire aux soignants les priorités. Pour ma part, c'est ce que je fais, enfin, c'est ce que j'essaie de faire parce qu'on a des professionnels tellement contraints qu'on est obligé de les accompagner à prioriser leurs actes de soins et leurs activités en général qui sont bien souvent moins du soin qu'autre chose, comme vous dites. Je ne sais pas à quel pourcentage dans mon service, mais toujours est-il que quand on fait ça, nous, en tant que cadre, on prend un risque parce qu'on est en dehors des procédures. Voilà. Et on a de plus en plus de procédures. Donc, on est de plus en plus, nous, en injonction paradoxale, si vous voulez. On remet le sens,
Mais en même temps, on a l'obligation de respecter les procédures. Donc ce discours, il va à condition que les procédures s'assouplissent. Et on ne va pas du tout dans ce sens-là actuellement. Je suis 100% d'accord avec vous. Alors, effectivement, le cadre de l'AREA est un cadre qui est le plus contraint finalement par les procédures telles qu'on peut l'envisager. C'est-à-dire on est au carrefour de beaucoup de choses en réanimation qui probablement surajoutent et suracutisent les problématiques qu'on peut avoir en matière d'exécution de protocoles, même si l'hôpital est une machine à protocole absolument incroyable et qu'à un certain moment, le changement est passé par la prise de protocole. Je rejoins ce qu'a dit le docteur Bernard juste avant. Il faut agir sur le contenu du travail. Et le contenu du travail à 14 200 personnes, ce n'est pas une direction ou une équipe de direction de 35 personnes qui va décider de cette évolution-là. C'est quelque chose qu'on doit penser ensemble. C'est-à-dire que l'enjeu pour nous, ça va être de pouvoir identifier collectivement au CHU de Bordeaux tout ce qui peut faire l'objet d'évolution, tout ce qui peut faire l'objet de transformation, qui va dans le sens d'un allègement du contenu du travail, d'une mise en cohérence du contenu du travail. C'est-à-dire, il y a combien de fois dans cet hôpital on voit, ou ailleurs d'ailleurs, on voit des tâches qui sont doublonnées, triplonnées, quadruplonnées, où une personne va faire, une deuxième personne va contrôler, une troisième personne va contrôler que le contrôle a été fait. C'est sur tout ça qu'il va falloir agir. Alors, on soigne des gens, on prend en charge des patients, donc il y aura toujours potentiellement plus de contrôle qu'il n'y a dans un autre secteur d'activité, parce qu'effectivement, c'est la vie des gens qui parfois est en jeu, et que pour des raisons légales, pour des raisons de cadrage général, pour éviter des événements indésirables graves, on a besoin d'avoir un certain nombre de sécurités dont on voit bien que même avec 10 ou 12 dispositifs de sécurité, on peut encore les faire tous sauter les uns derrière les autres et arriver à des situations très difficiles. Et c'est la vie des hôpitaux, l'important étant comment on les accompagne et comment on les métabolise. Mais travailler sur ce contenu du travail, c'est la priorité. Voir quels sont les bons professionnels au bon endroit pour faire les bonnes tâches, c'est aussi un autre sujet. Le volume de tâches administratives, le caractère intuitif du système d'information, les automatisations, la robotisation, l'implication de l'intelligence artificielle, la réflexion sur le circuit logistique, sur le circuit du médicament. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Il y a énormément de choses qui ont été faites dans d'autres établissements de la même taille que nous, qui fonctionnent mieux sur beaucoup de sujets. Donc maintenant, je pense que comme le disait très bien un illustre orateur, la route est droite, mais la pente est forte. Il nous reste à la gravir ensemble. Et le vélo électrique va aider. Madame a une question devant. Voilà, il faut lever bien la main. Voilà. Et le micro vient à vous. Bonjour, Madame Bourgeois, cadre à l'USIC de l'hôpital du Haut-l'Évêque, au CHU de Bordeaux. Alors moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Madame Jamet et sur ce que vous avez dit, Monsieur Gérier. Souvent, notre difficulté, c'est de faire remonter ces multiples process qui, à notre sens, n'ont plus lieu d'être de cette manière, en tout cas. À hauteur d'un pôle qui n'est pas des moindres, pôle cardio-thoracique, et je vais partir sur un exemple très concret de toutes ces strates qui viennent un petit peu nous emboliser et qui nous brident un petit peu pour faire évoluer et rebondir sur ce qu'a dit Mme Bernard. Quand vous recevez de multiples documents de traçabilité qui émanent d'un laboratoire pour voir nos hémoglucotests, si on est bon, si on est performant, si on n'est pas performant, nous-mêmes, on est incapable de lire ces chiffres. On a peut-être éventuellement des petits leviers en se disant « Tiens, c'est bizarre, mon chiffre X explosif, c'est mal tracé, c'est quelque chose. » Voilà, moi, je vais m'en servir uniquement pour ça, mais l'antériorité, je ne vais pas réussir à la retrouver, parce que si le labo n'arrive pas à la retrouver, c'est pas moi, cadre de santé, qui va pouvoir la retrouver. Et on reçoit ce document, on alerte, on fait une réunion au sein du pôle, on reçoit le laboratoire, on explique, voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ces papiers, parce que ces papiers, nous, à notre hauteur, jusque-là, on les recevait, ces grandes enveloppes blanches aux en-tête du CHU, avec 3 feuilles, bon, avec du papier éco-responsable, ça je vous le donne. En fait, finalement, il allait directement à la poubelle, parce qu'on ne sait même pas ce qu'on doit en faire. Donc là, on interroge, on dit, mais quelle est l'utilité ? On nous dit, mais c'est en cas de contrôle. Mais sachez que ne vous inquiétez pas, au laboratoire, il est en forme dématérialisée.
je ne comprends pas à quel endroit il faut faire sonner l'alarme en disant attention à hauteur d'un CHU. Enfin là, c'est juste énorme ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est une petite poussière, mais qui est à hauteur du CHU, c'est même plus une poussière. Et on ne sait plus comment nous, sur terrain, alerter pour ces petites choses-là qui sautent aux yeux en proximité. Et je pense, merci pour ce témoignage, je pense que chacun et chacune d'entre vous, dans la salle, aura forcément une histoire comparable à raconter. Effectivement, c'est le cœur de notre travail actuellement. Je vais vous en raconter une autre à peu près comparable. À la DRH, beaucoup de gens se plaignent de la lenteur de la prise de décision de la DRH de situation individuelle. Quand est-ce que j'ai ma décision qui arrive? Est-ce que vous savez comment se passe une prise de décision à la DRH? Un agent vient demander un papier à son guichet sur site. Le guichet enregistre, prépare la décision part à la direction générale, elle est contrôlée, elle est visée, elle est validée, elle est signée, elle redescend sur le terrain et ensuite elle est distribuée. Vous avez en moyenne 4 à 5 personnes qui interviennent sur chaque décision. Pour des questions de contrôle, effectivement. Parce qu'il y a des enjeux de finance, parce qu'il y a des enjeux de trésorerie qui est rattaché à Bercy, qui va demander un certain nombre de contrôles, etc. etc. Se poser la question, comme on le fait actuellement avec les responsables RH de site, pour en 2023 et en 2024 supprimer la moitié des opérateurs qui interviennent sur une décision pour diviser par 2 le temps de production d'une décision, c'est la même problématique que celle que vous avez. C'est-à-dire, on a effectivement des procédures qui ont été pensées à un instant T, dans un contexte T, et qui maintenant ne sont plus les bonnes options. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour motiver ça? Eh ben, on essaie de motiver justement la possibilité des uns et des autres à gérer des projets, à proposer des projets de transformation. C'est-à-dire d'aller voir l'autre, d'aller voir l'opérateur qui vous demande de remplir tel papier ou qui vous envoie tel papier, pour interroger finalement pourquoi on fait ça et comment on peut faire mieux. Et ça, en 2023, le CHU va nous accompagner sur ce sujet, puisque on est en train de finaliser un accord local avec les organisations syndicales, là, cette semaine, avec la mise en place d'un comité interprofessionnel d'engagement collectif qui permettra à des agents qui souhaitent s'engager dans des projets et qui pourront faire la démonstration que les projets qu'ils ont menés ont eu un impact positif pour la qualité de vie au travail, pour la qualité de la prise en charge des patients, pour l'accompagnement du collectif, de pouvoir recevoir des primes individuelles pour la réalisation et la réussite de ces projets. Et donc ces dispositifs-là, on va en discuter et on va vous les présenter dans les semaines à venir. L'accord, il sera signé exactement le 30 novembre. Et c'est aussi avec ce type d'outils-là qu'on va réussir à avancer et à mobiliser pour régler ce type de problème-là. Mais celui-là, parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. L'enjeu est bien de reprendre la main. On va voir comment, tout au long de cette journée, comment le développement durable peut nous aider à cela. Je vous remercie tous les deux. On peut les applaudir très fort pour leur